Alors merci à vous et puis au professeur Clanet et l'ensemble de l'équipe de m'avoir convié. Alors ça m'intéresse beaucoup de travailler sur ces questions d'éthique à domicile parce qu'à l'École des hautes études en santé publique, qui est à la fois à Rennes et à Paris, on forme les directeurs d'hôpitaux, vous le savez, mais aussi tous les directeurs du champ médico-social, donc tous les directeurs d'EHPAD, tous les directeurs du champ du handicap, mais on délivre les inspecteurs aussi de l'action sanitaire et sociale, et je vais y revenir, mais on délivre aussi le CAFDES aux responsables donc, de structures du champ du domicile. Et puis bien évidemment, quand on travaille sur les questions de droit et d'éthique, c'est complètement transversal au champ des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de tout type de vulnérabilité. Alors, vous voyez l'intitulé et Emmanuel m'avait demandé d'intervenir sur les questions de procédure. C'est vrai que parler d'outils, de procédures, surtout en cette fin d'école d'été, c'est pas forcément très drôle, et pourtant c'est nécessaire. C'est nécessaire, et d'ailleurs, si vous relisez la mesure 45, le titre de la mesure 45, c'est s'attacher à mener une réflexion éthique et de respect des droits dès lors qu'il y a intervention au domicile. Alors hier, vous avez entendu Anne Caron-Déglise et puis Isabelle Herny sur ce rappel incontournable, impérieux des droits fondamentaux. Mais finalement, la question qui se pose aujourd'hui, on a déjà commencé largement à l'aborder avec ma voisine, c'est de quels outils peut-on, de quels outils doit-on, pouvez-vous, devez-vous vous emparer pour faire respecter ces droits. Alors, depuis ce matin, j'ai entendu parler à plusieurs reprises et je reprends ici l'expression de Céline Louvet, qui est ici, la ligne éthique bien franche et difficile à établir. Je vous ai entendu, monsieur, parler de le fil du rasoir, et c'est vrai que, justement, moi j'ai en tête l'image de l'équilibriste, et je trouve que vous, professionnels, et ça rejoint le titre sur ces situations de dilemme, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à faire le balancier. D'ailleurs, la balance, c'est le symbole de la justice. On retrouve le rapport au droit. Et donc il faut trouver ce bon chemin sur ce fil, sur cette corde, et j'en reparlerai de cette notion de corde plus tard. Voilà. Donc c'est un équilibre à trouver entre finalement une éthique de conviction, une éthique de responsabilité, et le terme de responsabilité, il a été réutilisé à plusieurs reprises, parce que du point de vue juridique, être responsable, c'est devoir répondre de ses actes. Mais c'est aussi répondre, et c'est en cela que vous êtes impliqué, d'une certaine inaction. Alors je ne vais pas dire qu'il n'était pas réfléchi, une inaction, mais on rejoint ici le pourcentage des 35 ou 50% évoqués de signalement seulement. Donc ça pose quand même cette question. Et puis, à côté de cette éthique de conviction et de responsabilité de Weber, il y a, alors ça intéresse le juriste, l'éthique procédurale d'Habermas. Alors, je n'ai pas lu tout Habermas, je ne vais pas vous raconter des histoires, mais c'est quand même très intéressant de savoir que finalement, ce philosophe, il avait décrit cette éthique en disant, quand il y a différentes visions, la procédure peut être source de valeur. Et on revient là à ce que moi je qualifie souvent de vertu du droit, à condition qu'il soit utilisé en bonne intelligence. Et ça, la notion d'intelligence partagée, elle est ressortie aussi depuis ce matin. Donc finalement, sur ces questions, même sur ces questions de procédure, et peut-être même surtout, on peut se poser la question de est-ce que l'éthique s'appuie sur le droit, est-ce que le droit est éthique, et comment, est-ce éthique de signaler ou pas? Ça aussi, c'est une question. Alors donc je vous propose d'intervenir sur ces questions. Bien évidemment, ça suppose une certaine exigence, et les derniers textes renforcent cette exigence-là, à la fois pour les établissements, mais aussi les services à domicile. Et d'ailleurs, les textes sont communs, donc ça aussi c'est très important, et ça rejoint les enjeux de parcours des usagers. Donc il y a cette référence, bien sûr, que vous connaissez depuis 2002 sur la démarche qualité. D'ailleurs, c'est la démarche de qualité visant à améliorer aussi, à faire toujours mieux, avec des moyens contraints. Voilà, culture de l'attention pour les professionnels, et puis démarche novatrice. Et là, à l'école, on forme ce qu'on appelle les IAS. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sigle? Voilà. Ce sont les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale qui, eux aussi, sont sensibilisés, avec d'ailleurs les directeurs, sur ces questions de maltraitance, puisque c'est l'enjeu ici. Donc, ces inspecteurs, leur mission, c'est d'analyser systématiquement les procédures, la gestion des risques
qui sont réfléchis, qui doivent être réfléchis, et on en a parlé de pilotage ce matin, avec les moyens du bord aussi, mais quand même, c'est un vrai positionnement de politique et de réflexion éthique au sein de chaque SIAD, service à domicile, etc. Donc, rappel très bref, bien sûr, à ce que vous connaissez, mais simplement cette focale sur le droit des usagers depuis 2002 et toutes les lois qui s'en sont suivies, jusqu'aux dernières loi santé, loi d'adaptation de la société au vieillissement, loi créant des nouveaux droits sur la fin de vie. Et bien sûr, ce qui est très intéressant en termes de process, de procédure, de méthode, parce que là-dessus, il faut vous donner une méthode, ce sont ces fameux outils qui visent, dit le texte de 2002, à garantir l'effectivité des droits et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, avec cet accent qui est mis déjà il y a 15 ans sur ces questions. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des réunions, des conférences, des instances qui réfléchissent sur ces questions, on met bien sur la table que la question cruciale, c'est l'effectivité des droits. Alors, parallèlement, il y a eu un renforcement des fonctions de contrôle et de surveillance, parce qu'effectivement, dans les missions de ces inspecteurs, il y a aussi une mission de conseil, mais il y a aussi une mission de contrôle. D'ailleurs, le terme d'inspecteur, on voit l'inspecteur de police, mais il y a l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, il y a aussi des cultures à partager et à travailler ensemble. C'est pour ça que c'est si important de former ces professionnels ensemble. Et puis, il y a aussi des textes qui protègent les salariés. Peut-être que vous l'avez évoqué hier. Les salariés qui signaleraient, bien sûr. D'où, et je rebondis juste une petite parenthèse sur ce qu'a dit Valérie Serrat, sur le fait que, bien évidemment, à partir du moment où c'est une concertation, et oui, tout à fait, tu as raison, pluridisciplinaire, ça renforce aussi, ça rassure, c'est beaucoup plus simple quelque part de signaler quand on partage, plutôt qu'une seule personne dans son coin. Donc dès 2002, il y avait ce programme pluriannuel d'inspection des risques, et puis en mars 2007, ce fameux plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte contre la maltraitance, avec cet inversement des mots, vous voyez, la bientraitance qui passe avant la maltraitance dans les textes. Alors, on peut en dire ce qu'on veut. C'est vrai que lors de la création du Comité national pour la bientraitance et les droits, et Dominique Terrasson, que j'ai repéré dans la salle et qui pilotait à l'époque, qui pilote toujours ces questions cette réflexion autour de la maltraitance au niveau de la Direction générale de la cohésion sociale, on voit bien que le mot bientraitance était mis en avant. Et moi, je cite toujours le Québec, surtout qu'en plus, il y a une actualité très forte. Ils viennent de sortir leur nouveau plan de lutte contre la maltraitance, là, il y a quelques jours, 2014-2019, jusqu'en 2019. Et ils ont au Québec une ministre des aînés et de la lutte contre l'intimidation. Vous voyez, donc, alors ce qu'ils appellent l'intimidation, c'est effectivement ces notions d'emprise, de maltraitance. Donc c'est aussi très important ce poids, en fait, au niveau de la société, ce message qui est passé vis-à-vis des aînés. Ceci dit, cette question n'échappe pas malheureusement au champ du handicap. Alors, quelle modalité pour exprimer la maltraitance ? Alors, j'ai été rechercher l'étymologie d'exprimer, c'est exprimer, expresser, c'est sortir d'eux. Et d'ailleurs, il y a ce terme d'exprimer est aussi utilisé dans le domaine des liqueurs, parce qu'on extrait le jus en faisant pression. Et finalement, vous êtes soumis dans ces dilemmes dont on a parlé, à cette pression psychologique, morale, c'est dur, ça demande un certain courage, effectivement, des convictions, l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité, de se lancer dans ces procédures. Alors, parce qu'il y a, je sais, et ça c'est très important, des usagers dans la salle, on va commencer par les réclamations. Les réclamations, et puis ensuite on verra les signalements d'événements indésirables, parce que parmi les personnes qui peuvent exprimer justement ce sentiment cette exigence de maltraitance, ce sont les usagers eux-mêmes. Alors peut-être que dans votre pratique, et plus les personnes sont vulnérables, plus c'est difficile pour elles d'exprimer. Mais là, il y a bien ce soutien, cet accompagnement qui est nécessaire. On voit bien, en tout cas, tout l'enjeu que représentent ces réclamations. Alors, c'est quoi une réclamation ?
on trouve dès 2014, dans la circulaire du 20 février 2014, des références à la réclamation. Cette circulaire qui était relative au renforcement, ça veut dire, qui dit renforcer dit, il y a déjà quelque chose qui existe, de la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et handicapées dans les établissements et services. On retrouve justement cette dichotomie relevant de la compétence des ARS. Alors, qu'est-ce qu'une réclamation? C'est l'action d'un particulier. Donc on voit, c'est important parce que les mots qu'on utilise en fait ont un sens en droit et on entend parler de plainte, de réclamation, d'événements indésirables, de signalements, etc., de dénonciation. Alors moi je préfère vraiment le terme de signalement. Alors après on peut débattre sur l'évolution du terme, mais quand même dans le terme de dénonciation, une histoire de culpabilisation qui moi me gêne. Alors, la réclamation, c'est l'action d'un particulier de demander des explications, vous voyez. Donc, ça vient de l'usager lui-même sur un événement dont il estime qu'il fait ou pourrait faire grief, c'est-à-dire porter atteinte pour lui ou pour les autres. Donc, ça veut dire qu'une famille, et on rejoint ici les statistiques, du coup, les familles peuvent, les statistiques évoquées pour le défenseur des droits, les familles peuvent évoquer des situations de maltraitance, parce qu'on a parlé de maltraitance intrafamiliale, mais ça peut être aussi, ça peut se produire des maltraitances entre professionnels ou de professionnels vis-à-vis des usagers. Voilà. La maltraitance envisagée sous tous ces angles. Donc, par extension, c'est toute requête, plainte ou doléance écrite d'un usager ou de son entourage, écrite parce que l'oral ne suffit pas, il faut une trace écrite, toujours en termes de procédure pour les inspecteurs pour pouvoir traiter ces situations. Alors, qui est concerné par les réclamations? Bien sûr, ce sont vous, qui travaillez dans le cadre des services, mais aussi tous les établissements sanitaires et puis les professionnels libéraux. On en a parlé aussi ce matin, puisqu'il y a tout ce réseau qui intervient à domicile. Alors, les agents qui travaillent, qui reçoivent justement, parce qu'on vous demande au sein de vos services de remplir effectivement différents outils, de repérer. Alors, selon les... C'est pas encore très homogène en France, il suffit de poser la question dans différents services. En tout cas, si ce n'est pas forcément homogène au niveau des services, il faut que ça le soit dans le traitement ce qu'on appelle des réclamations. Alors, il y a une réflexion qui a été faite au niveau de l'inspection générale de la cohésion sociale. Et puis, en 2011, il y a eu notamment un guide de gestion des réclamations. Alors, moi, je me rappelle, ça m'avait marqué parce que j'avais participé à la première table ronde au départ de ce travail. Et puis, au fur et à mesure que le tour se faisait, je m'apercevais que les inspecteurs qui parlaient utilisaient à chaque fois des termes différents. Donc déjà, ce n'était pas clair sur cette notion. Donc on a commencé par redéfinir les choses. Voilà. Et puis ensuite, eux aussi ont besoin de repères, d'ailleurs, dans le traitement. Parce qu'on vous demande de remonter des éléments, mais vous avez posé la question d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe après? Et il est évident que quand il n'y a pas de suite, c'est un vrai dysfonctionnement. Enfin, quand il n'y a pas de retour d'informations sur ce qui se passe, c'est à mon sens un dysfonctionnement. Alors, il y a en 2013 une procédure de gestion et de traitement des réclamations. Et puis, la réflexion continue de se faire pour essayer de décloisonner les choses, parce que souvent, c'est encore trop cloisonné. Voilà. Alors, ce circuit, parce que c'est un circuit, en fait, des réclamations, la direction départementale de la cohésion sociale donc, reçoit la réclamation de l'usager ou de ses proches. Ensuite, elle va demander, l'inspecteur va appeler le service pour avoir un retour, un rapport circonstancié. Et puis, il y a la commission des réclamations aussi qui peut être informée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette commission? Elle peut être composée de représentants du monde professionnels médicaux, paramédicaux, administratifs, des différentes directions. ARS, conseil départemental, direction départementale. Et cette commission, elle va essayer de réguler cette gestion des réclamations pour essayer de réfléchir sur les suites à donner. Alors bien sûr, quand il y a une urgence, il y a une information très rapide au procureur de la République. Sur le signalement, je vais aller plus vite parce que tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment pour faire la dichotomie entre la réclamation qui émane d'un usager et le signalement qui émane de professionnels dans l'exercice de leurs fonctions. Des professionnels donc, qui doivent signaler tout événement susceptible
hein, c'est souligné ici, d'avoir un impact sur la santé ou la sécurité de la population ou sur l'organisation de l'offre de soins. Et on va le voir, les derniers textes sont encore plus précis et renforcent justement ces repères, hein, pour les établissements et les services. Alors, ces signalements, ils passent par la remontée de fiches, dites fiches EIG, fiches d'événements indésirables graves, par les directeurs. Donc c'est vrai que là on suit l'ordre hiérarchique, et il y a cette notion de grave qui est important. Et souvent, moi sur le terrain, il y a un vrai travail de formation et d'appropriation de ces outils. Les professionnels disent, mais finalement, ou les directeurs d'ailleurs aussi disent, mais est-ce qu'on transmet tout à l'ARS ? Alors vous imaginez bien sûr l'autre versant, les inspecteurs vont dire non, on ne peut pas tout recevoir et tout événement indésirable. C'est vraiment la notion de gravité qui est importante. Mais il n'y a pas d'échelle. Donc là encore, un travail nécessaire de concertation pour ces questions. Alors un événement indésirable, c'est un événement qui n'est pas désiré, mais ça c'est plaisir, désir, c'est évident. C'est un événement qui a, dit le texte, pour conséquence de menacer ou compromettre la sécurité, la santé, la sécurité ou le bien-être. On retrouve d'ailleurs cette définition assez globale de l'OMS, bien-être physique ou moral, mais ça peut être aussi de perturber l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement ou du service. Donc vous voyez que c'est quand même extrêmement large. Ils sont déclarés donc par les directeurs ou les professionnels de ces services. Alors, quels événements doit-on signaler ? Effectivement, c'est ce que tu disais concernant la santé. Parmi les éléments, il y a les situations de maltraitance, hein, qui ont une conséquence directe sur la santé, la sécurité, notamment les violences physiques ou psychologiques. Voilà ce qui est listé concernant les risques concernant la sécurité, les fugues, les disparitions, les actes de malveillance, les établissements et services, bien sûr. Et puis, concernant le fonctionnement de l'établissement ou du service, ça peut être aussi le signalement de conflits sociaux notamment, qui perturberaient le service à un point tel que la qualité du service serait remise en cause, des défaillances techniques. Donc on voit bien, là aussi, hein, on retrouve la balance, l'équilibre difficile entre le droit de faire grève, par exemple, et puis la protection des personnes, et donc l'enjeu pour le manager d'essayer de trouver cet équilibre-là. Alors, les auteurs, vous l'aurez compris, hein, de ces réclamations et de ces signalements, ce sont tous les acteurs de cette relation d'accompagnement, que vous soyez professionnel, que vous soyez usager, que vous soyez directeur, responsable de service, que vous soyez famille. Donc il y a ce numéro national, mais c'est vrai, tu as eu complètement raison de le rappeler, il y a le défenseur des droits, hein, qui en plus, habite entre guillemets juste à côté du ministère, et ça c'est effectivement très, très important. Et je me permets effectivement de rebondir sur la sympathique allusion que tu as fait à l'ouvrage qui vient de sortir, et j'en parle d'autant plus aisément que c'est un ouvrage collectif qui retrace, c'est un ouvrage qui est consacré à la notion d'intérêt de la personne vulnérable. Et en fait, il a été préfacé justement par Jacques Toubon. Pourquoi ? Parce que dans ce contexte actuel de toutes les réflexions autour de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, cette question de respect de capacité, de respect de l'expression de la personne est extrêmement importante. Voilà. Je ferme ma petite parenthèse. Mais cette notion d'intérêt, moi je la trouve vraiment archi passionnante. Voilà. Donc, quels objectifs pour les pouvoirs publics ? Bien sûr, c'est tous ces textes qui sortent, c'est d'améliorer la détection précoce, on l'a vu, donc je ne m'attarde pas, et d'essayer de trouver une solution la plus rapide possible, et surtout d'essayer que ça se reproduise. Voilà. Donc, on signale aux autorités administratives ou judiciaires, mais j'ai mis « et » ou, ça peut être les deux. Et souvent, c'est là, moi, que je constate le cloisonnement assez fort, où finalement, on signale plus aisément à la cohésion sociale, la direction départementale de la cohésion sociale qu'au procureur. Y compris dans des situations où c'est quand même extrêmement grave. Hein. Moi, je suis quand même assez souvent surprise sur des situations extrêmes de directeurs qui n'ont pas, alors je ne sais pas s'ils n'ont pas osé ou s'ils n'ont pas saisir le procureur de la République. Donc, le comment,
Le comment, c'est en interne, donc il y a cette notion d'information. Le professionnel, alors je vous ai parlé tout à l'heure d'hiérarchie, c'est vrai que la logique voulue par les textes, c'est que quand on est professionnel du soin, de l'accompagnement, on informe son cadre, son chef de service. Alors il y a différentes formes, hein. Soit le professionnel remplit tout seul la fiche, soit elle est revue, il y a une aide, une assistance pour la remplir. Bon, ça c'est à réfléchir, ou ça peut être directement le cadre ou le chef de service. Voilà. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'effectivement, quand des professionnels expriment le fait qu'ils ne se sentent pas soutenus, d'où encore la notion de concertation, par le cadre ou le chef de service pour un signalement. Donc là, il y a vraiment quelque chose à soutenir parce qu'il n'y a pas de suite. Alors peut-être que c'est légitime, mais peut-être que c'est la loi du silence qui tombe aussi. Hein. Il ne faut pas se bander les yeux. Voilà. Donc à l'ARS, le directeur remplit la fiche d'événements indésirables graves, donc le directeur de l'établissement ou du service, et la transmet donc dans les 48 heures. Ça a été réaffirmé très fortement dans le dernier arrêté de cette année. C'est-à-dire que si il y a une information orale, dans les 48 heures, il faut que ça soit confirmé par écrit. Alors, depuis les années 2010, il y a un dispositif régional de veille et d'alerte pour essayer justement d'avoir une sorte d'observer, hein, d'avoir une observance de ces dispositifs. Et c'est vrai que j'échangeais tout à l'heure à la pause, je ne sais pas si elle est encore là, avec la chargée de mission de la Mivilude, qui disait qu'il faudrait sans doute un observatoire au niveau national de ces questions-là. On aura sans doute l'occasion d'en reparler dans le cadre d'une commission permanente sur la bientraitance qui est en train de se créer, à la fois à cheval sur le CNCPH, hein, dans le champ du handicap, et puis au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Il te reste 7 minutes. Combien ? 7. J'aime bien le chiffre 7, décidément. Oui, mais justement, la symbolique est forte, elle est d'autant plus impressionnante et les gens en tiennent compte. Bon. Mais juste ces 7 minutes. Mais je respecterai. Ceci dit, comme c'est canicule, ou quasiment, ça coupe l'appétit. Hein. Donc, non, mais je respecterai. Et toutes les personnes qui voudront rester pourront rester. Et à 19h ce soir, on leur amène des sandwichs, le jus d'orange, des bières pour vous restaurer. C'est promis, un engagement qu'on prend à Virginie, officiellement devant toutes et tous. Bon. Donc, c'est la gestion du risque. Donc, la réception et le traitement des événements indésirables graves par l'ARS. Alors, en fait, justement, dans cette notion d'observance donc on est au niveau au-dessus. Hein. Il y a cette plateforme régionale de veille et d'urgence sanitaire qui a été créée. Alors, en Ile-de-France, on voit apparaître, là encore, c'est des nouveaux sigles, hein, la StarAxe. Alors, je vous laisse regarder un petit peu à quoi ça correspond. La structure d'appui régionale à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Hein, donc là, qui est spécialisée dans la réception des événements indésirables graves liés aux soins. Et puis sinon, il y a cette plateforme régionale de veille et d'urgence sanitaire. En Bretagne, par exemple, je viens de Rennes, donc je vous parle de l'exemple breton, il y a le CORSI, donc le Centre opérationnel de réception et de régulation des signaux. Donc on voit bien qu'il y a vraiment les choses il y a de la méthode qui est réfléchie pour essayer de traiter ces événements. Mais pour autant, je vous rejoins, hein, il n'y a pas forcément de retour aux professionnels ou aux directeurs de service, en tout cas pas systématique. Bon, même si, justement, dans ces réflexions au niveau de l'IGAS, ça a été pointé et normalement, ça devrait être harmonisé. Alors, quelle actualité depuis cette circulaire du 20 février il y a effectivement cette détection des risques. Alors, on va dire un regard un peu plus aigu, une vigilance un peu plus forte dans les services qui sont susceptibles d'accueillir des personnes les plus vulnérables et les plus dépendantes, parce que plus il y a de vulnérabilité, plus le risque effectivement est majoré, ça c'est évident, parce que plus l'expression et du coup on doit vous faire confiance, là encore, hein, le législateur vous fait confiance à vous professionnels pour détecter ces situations. Des services qui n'auraient pas fait l'objet de contrôle ou de visite depuis vous voyez, un certain nombre d'années, donc ça fait partie des critères de vigilance renforcés, pour lesquels, bien sûr, des réclamations de signalement ont été enregistrées. J'avais participé une fois à une commission de réclamation là, au niveau de l'ARS Bretagne, et j'avais bien vu que dans le traitement des réclamations, il était dit, bon ben là ça fait quand même 2-3 fois qu'il y a des réclamations, ça va donner effectivement, ça va sans doute enclencher une inspection sur place. Voilà.
Alors, les derniers textes, vous voyez, finalement, j'irai peut-être même plus vite que les 7 minutes. Il y a cette loi du 5 novembre 2015 tendant à clarifier cette procédure de signalement des situations de maltraitance par les professionnels de santé. Donc là, la loi insiste sur la maltraitance. Le décret de 2016 sur l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales. Donc là, on est à la fois sur les établissements et les services à la personne, les services, les SIAD, les SAD, notamment, les SAMSA aussi, bien sûr. Et puis, ce décret a été complété par un arrêté du 28 décembre 2016 sur l'obligation de signalement qui donne effectivement des critères très précis et qui propose un outil unique. Parce que ça aussi, ça remontait du terrain, c'est que finalement, comment on fait, comment on l'exprime, etc. Même si beaucoup d'ARS avaient proposé des outils, c'était quand même pas homogène sur le territoire. Voilà. Alors, juste une slide sur ce décret de 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales. Donc, en fait, il renforce ce décret, la circulaire de 2014, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui demande justement, qui oblige à déclarer sans délai et par tout moyen les informations concernant ces dysfonctionnements graves et les événements prévus par l'article cité. Ces événements, en l'occurrence, ce sont ceux, donc les fameux événements indésirables ou graves, qui ont pour effet de menacer ou de compromettre, là encore, la santé, la sécurité ou le bien-être. Voilà. Alors, ce qui est nouveau ici, ça c'est très important, et là je m'adresse aux usagers, mais pas qu'à eux, c'est l'obligation d'aviser le Conseil de la vie sociale, et là la démocratie en santé rentre dans ce champ-là, ou tout groupe d'expression. Vous n'avez pas forcément de CVS, vous pouvez avoir un groupe d'expression. Donc quand il y a un dysfonctionnement, ce décret et cet arrêté, tout nouveau, de fin 2016, début 2017, oblige en fait le responsable du service à informer de ce qui a dysfonctionné et puis des mesures prises et éventuellement de ce qui pourrait être les solliciter pour être source de propositions. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de très important. Alors, tout en haut, donc c'est-à-dire ici, enfin là-haut, au 7e étage, la ministre, l'information du ministère des Solidarités et de la Santé, il y a le CORUS, donc le Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales, qui traite justement au niveau national de ces dysfonctionnements les plus lourds. Et quand le ministère est saisi, ça redescend, circuit descendant, donc il y a l'ARS qui est sollicitée pour répondre. Donc l'ARS, elle continue de descendre, elle va solliciter le service, et puis ensuite l'information va à nouveau remonter. Voilà. Donc, pour conclure, un véritable enjeu d'anticipation, ça c'est quelque chose qui m'est vraiment très cher, cette question d'anticipation, anticiper sans contraindre, je dis souvent, pour le service à domicile. On réfléchit en termes d'enjeux de prévention et de gestion des risques, et puis bien sûr, ça repose d'abord, mais pas que, sur les épaules du manager, vraiment pas que. Et cet accompagnement des responsables de service, elle est très importante. Les leviers, c'est la formation, les procédures en interne. Donc, n'hésitez pas vraiment à renforcer la formation des professionnels des services sur ce qu'est justement cette fiche d'événement indésirable, comment on l'utilise. Une fois qu'elle est utilisée, de faire des statistiques, de l'analyser, parce que remplir des fiches et n'avoir aucun retour en interne, c'est la même chose que quand on signale à l'ARS, et quand on reproche à l'ARS de ne pas faire de retour. De faire un point tous les 6 mois ou tous les ans sur ces questions-là, voilà, pour prendre du recul et essayer d'avancer. Alors, vraiment pour la touche finale, à partir du moment où on parle de dilemme, tout ce qui touche au dilemme touche à une corde sensible, à cet équilibre. Je retrouve l'image de l'équilibre difficile à trouver. C'est vrai, je le reconnais, c'est pas simple. D'où, je le reconnais en tant que juriste, c'est vraiment pas simple parce qu'on touche bien sûr à l'humain. Alors, je conclurai juste par cette image que je trouve très belle de René Magritte, parce que finalement,
qui d'ailleurs, ce tableau s'appelle la corde sensible, à noter, parce que finalement, l'idée de nuage, ces merveilleux nuages dont parlait Baudelaire, hein, c'est très souple, c'est très cotonneux, mais ça peut être aussi, ça peut être rassurant, mais ça peut être aussi étouffant. Hein, vous voyez, il n'y a plus d'air là dans le... Il n'y a plus d'air, et puis ce petit nuage blanc, eh ben, il peut devenir noir, et c'est aussi le propre de la maltraitance, me semble-t-il. Voilà, donc sur cette journée sans nuages, je vous remercie.